Bienvenue chers amis au cœur de l'émission Homo Micro. Homo Micro, l'émission qui se prend en mots. Au cœur de la culture LGBT, QI+, Brahim Naik Balk, entouré de ses chroniqueurs, inonde de couleurs les ondes depuis 2004. L'aventure continue avec cette nouvelle émission qui commence maintenant. Avec le cercle des chroniqueurs, heureux de vous savoir à l'écoute. Bonjour à toutes et à tous. Autour de moi pour vous informer, Nicolas Rividi pour le plus de l'actu. Bonsoir Nico. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous, chères auditrices et auditeurs, et à vous chroniqueuses et chroniqueurs très illustres, et à toi Brahim, évidemment. Ce soir, dans le plus de l'actu, l'avenir appartient aux riches. Je n'en fais pas partie alors. Une brève histoire avec Antoine Duvignal, LGBT plus série, c'est après David, mais Antoine Duvignal pour la brève histoire, c'est toi. Oui, la brève histoire ce soir. Bonsoir Brahim, bonsoir à tous, à toutes, à tous. La brève histoire ce soir, c'est sur la météorologie. Pour dire qu'il fait froid ce soir. Par exemple. David Alphen, LGBT plus série. Oui, bonsoir Brahim. Ce soir, on va un petit peu se détourner des séries et on va parler des téléfilms de Noël, ces 2 saisons. À la réalisation, Nathan Hivero et Mathieu Zawanski. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir Brahim. Et puis oui, bonsoir à tous. Écoutez, Bonsoir ça va à très tous. très bien, hein, on est présent. Homo Micro, l'invité du jour. Et on démarre notre 14e rendez-vous de l'année avec Annabelle Guiraud et son invité. Bonsoir Annabelle. Bonsoir à toutes et tous. Et oui, ce soir, je suis très fière d'interviewer Sophie Delannoy, directrice générale de la Fondation Le Refuge. Occasion de voir ensemble quelles ont été les grandes évolutions de ces derniers mois au sein de cette illustre organisation. Alors, avant de commencer cette interview, quelques rappels sur Le Refuge. Fondée en 2003 à Montpellier, reconnue d'utilité publique, la Fondation Le Refuge a pour objet de prévenir l'isolement et le suicide des jeunes LGBT+, de 14 à 25 ans, victimes de LGBT-phobie et en situation de rupture familiale. Car oui, en 2021, en France, encore des centaines de jeunes LGBT+, sont chassés de leur foyer à cause de leur orientation sexuelle et ou identité de genre. Alors aujourd'hui, à Homo Micro, on va parler de l'actualité de la Fondation du Refuge avec Sophie Delannoy, à la tête de la Fondation depuis mai 2021. Bonsoir Sophie. Bonsoir Annabelle, bonsoir Brahim, bonsoir à toutes et à tous. Eh bien, nous sommes heureux et heureuses de t'accueillir parmi nous. Et si tu veux bien, on va commencer cette interview par une première question. Alors, au micro, c'est une tradition, hein. Je commence toujours par la genèse, le pourquoi du comment. Selon toi, quelles sont les raisons pour lesquelles tu as été choisie pour être directrice générale? Tes qualités humaines, ton investissement pour la cause LGBT+, ton expérience professionnelle? Alors, déjà Annabelle, je sais pourquoi je n'ai pas été choisie. Puisque mon président me dit très souvent, Sophie, nous ne vous avons pas embauché parce que vous êtes une femme transgenre. Et je pense qu'au fond, il a raison. Non, en fait, je pense qu'au bout du bout, j'ai été choisie à cause d'un jeune homme qui s'appelle Noah, que j'avais coaché par téléphone pendant le temps du confinement, 1 an et demi avant de rentrer au refuge, à l'époque où je pensais absolument pas à ça. Et ce jeune homme qui venait d'Iran rêvait de devenir un jour couturier. Et je m'étais rendu compte de la vastitude des rêves qui habitent tous ces jeunes hommes et femmes et personnes non-binaires que nous abritons au refuge, et j'avais trouvé ça extraordinaire. Bon, et puis c'est vrai, je suis également papa de 3 enfants, je suis également une jeune grand-mère, j'ai aussi également été juge pendant une 15aine d'années dans un tribunal de commerce, et pour ce que j'ai à faire au refuge, eh bien c'est quelque chose d'important, c'est une expérience importante. Et puis également, j'ai travaillé en développement pour une grande chaîne d'hypermarchés sur des projets d'assez long terme. Et le refuge, c'est vraiment un projet de long terme. Il y a beaucoup de choses à faire pour faire du refuge ce qu'il doit être, et ça va durer un certain temps. Merci Sophie. Alors, comme je l'ai dit, tu as été nommée récemment, au mois de mai. Tu as repris les commandes donc, d'une fondation qui a grandi très vite, trop vite, mais avec des défaillances sur lesquelles on va pas revenir ce soir, parce qu'une procédure judiciaire est en cours. Néanmoins, on se met à ta place. Les premiers temps ont dû être un véritable challenge, prendre ses marques, agir en urgence, faire un sans faute dès le début. Tu peux nous raconter tes premiers mois et les actions qui ont été déjà menées? Écoute, le premier mois, c'est la première semaine. Au bout de la première semaine, tu te rends compte que tu es rentré dans une fondation dont tu admirais l'action en te disant ils hébergent 200 jeunes tous les soirs, c'est absolument extraordinaire. Ils en accueillent 180 de plus en accueil de jour, c'est absolument extraordinaire. Et puis au bout d'une semaine, tu as reçu sur ton mail
des demandes d'hébergement qui ne peuvent pas être satisfaites, des demandes d'entretien préalable qui ne seront faites que malheureusement quand les gens le pourront, et avec un sentiment du fait qu'aujourd'hui, on est malheureusement encore, malgré le développement que tu évoquais, encore très en dessous du besoin. Et un petit peu après, je me suis rendu compte qu'en fait, aujourd'hui, la Fondation, elle devrait au moins doubler, si ce n'est pas tripler, sa capacité d'accueil pour être à peu près à la hauteur de la tâche des jeunes qui disent, voilà, je veux être moi-même, je veux aimer qui je veux, et je ne veux pas mourir, et je veux trouver un endroit où je peux avancer dans la vie, même si mes parents ne m'accompagnent pas. Et voilà, et au bout de... Rapidement, on prend conscience de l'immensité du défi. Après, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai été rejointe par une équipe de direction de gens absolument extraordinaires qui viennent d'horizons extrêmement divers et qui ont pris le relais des membres du conseil d'administration et spécialement de Marie-Claude Farcy qui a assuré l'intérim de la direction générale dans des conditions très difficiles et qui a fait un boulot extraordinaire. Donc, au bout d'un mois et demi, avec cette équipe de gens talentueux, donc pour certains, je connaissais avant, les choses ont commencé à se mettre en branle et on a pu, après avoir dû prendre quelques décisions un peu dures, avancer et commencer à construire assez rapidement cette vision de développement. Et puis après ça, au mois de novembre, rassembler les équipes pour remettre tout le monde en place et surtout, entre-temps, prendre un abonnement de TGV et puis aller à la rencontre des gens, aller voir les délégations, aller voir les logements dans lesquels sont nos jeunes. Et très clairement, malheureusement, le rapport du BCG là-dessus était assez honnête et assez. Donc, voilà, c'est vraiment prendre la mesure de l'immensité de la tâche qu'il y a à accomplir. Et puis surtout, à chaque fois qu'il y avait quelque chose qui ne marchait pas, en faire une occasion de créer et d'améliorer le fonctionnement. Au moment où vous avez une information qui vous revient par l'extérieur concernant la situation d'un jeune, on dit mais pourquoi il n'y a pas dans la Fondation Le Refuge un dispositif d'alerte interne qui permet de signaler les situations difficiles, voire dangereuses pour nos jeunes? Pourquoi ça n'existe pas? Et alors même que c'est une obligation légale, eh bien, pourquoi a plus d'intérêt? La question, c'est comment on le fait et comment on trouve un délégué, notamment de région parisienne, qui, avec notre nouvelle DRH, met en place ce système qui sera opérationnel au mois de janvier et qui va faire que nos bénévoles, nos jeunes, seront enfin plus en sécurité. Ok, Sophie. Alors là, on a pas mal parlé de jeunes LGBT+, chassés de leur foyer et de trouver un logement. Mais le refuge, c'est aussi d'autres missions. Notamment, là, il y a une campagne de communication là, durant ce mois de décembre qui est déployée dans les transports, etc., sur les réseaux sociaux. Car le refuge fait plein d'autres choses également. Tu peux nous en dire davantage ? Alors, le refuge fait plein d'autres choses, mais il le fait grâce à vos dons à toutes et à tous, qui représentent une part extrêmement importante du financement de la Fondation. Et chaque petit don compte, et c'est pour ça que Rémi Régaud et l'équipe communication lancent tous les ans cette campagne d'appel aux dons, parce que c'est vital pour le refuge. C'est le carburant du refuge, ça et l'énergie des bénévoles. Donc voilà, c'est vital. Qu'est-ce qu'on fait aussi? Alors bien sûr, on accueille, mais on accompagne les jeunes, on les aide à revenir et à s'insérer dans une vie normale. Il y a certains jeunes à qui il faut bêtement établir une CMU ou apprendre à cuisiner, parce que quand vous êtes mis dehors de chez vous à 18 ans, vous n'avez pas appris à vivre indépendamment. Et puis après ça, une fois que ces premiers mois, premières semaines sont passées, il faut apprendre à soit reprendre des études, soit trouver un métier, soit s'orienter. Et puis entre-temps, il faut penser les plaies. Il faut voir parfois un psy pour aider à surmonter le traumatisme. Voilà, c'est tout ça. C'est la partie accompagnement. Ça, c'est le travail qui est fait aux côtés des jeunes. Il y a aussi une autre partie du refuge
qu'on appelle les interventions en milieu scolaire. Et il y a une équipe de bénévoles qui, depuis de longues années, va dans les écoles, dans les lycées, dans les collèges, pour parler de ce que c'est que l'orientation sexuelle et l'identité de genre, pour aider les jeunes à être plus à l'aise par rapport à ça. Et c'est une mission absolument essentielle pour faire en sorte que les jeunes ne se retrouvent pas en situation d'échec par rapport à leur essence même. Et c'est quelque chose que nous allons redévelopper. En début d'année, on fera rentrer à la Fondation un coordinateur salarié des actions pour qu'on ait vraiment quelque chose qui soit de très bonne tenue, qui permette de mieux ordonner l'implication des bénévoles dans ces interventions au milieu scolaire. Puis alors, il y a une chose aussi qu'il va falloir, là, pour le coup, développer au refuge, c'est le partage. Le refuge est une fondation reconnue d'utilité publique et la monnaie d'échange de cette reconnaissance d'utilité publique et de ce statut de fondation, c'est que nous devons partager notre savoir-faire technique de l'accueil de ces jeunes LGBT. C'est un savoir assez unique que nous devons élaborer, raffiner et partager aux autres intervenants qui parfois n'ont pas des structures dédiées mais qui ont besoin de savoir comment on accueille une jeune trans, un jeune gay, une jeune personne non binaire. Et ça, c'est un savoir que nous devons mettre en forme et partager pour l'ensemble de la communauté. Nous devons également partager nos ressources. Le refuge, et c'est de notoriété publique, a la capacité à mobiliser des dons et une générosité qui est énorme et pour lequel je vous remercie toutes et tous. Mais on doit aussi se dire que à Cayenne, à Pointe-à-Pitre, à La Réunion, à Mayotte, qui sont des morceaux du territoire français, qui sont des territoires français, il y a des associations, il y a des groupes de volontaires qui ne peuvent pas avoir accès à ce genre de financement dans telle quantité. Et donc, une des choses que l'on fera dans les années qui viennent, c'est trouver le moyen de partager ces ressources, pas uniquement sur le plan du savoir, mais également en termes de financement. Et d'établir une vraie collaboration avec ces gens qui font un métier héroïque. Je pense à des gens comme Cap Caraïbes, comme Casavenir, comme Horizon, qui sont dans ces territoires. Et je suis encore très très loin d'en avoir fait le tour. Alors c'est très bien que tu nous parles de cela, car il faut bien préciser que le refuge, c'est pas qu'à Paris ou c'est pas qu'à Montpellier, c'est en France métropolitaine et aussi en Outre-mer. Tu peux nous raconter un peu comment ça s'organise ? Alors, c'est 21 dispositifs en France et dans les DOM-TOM. C'est un petit peu moins de 400 bénévoles qui sont de tous horizons, de tous âges. Il y a des jeunes, il y a des très âgés, mais qui sont tous des gens extrêmement engagés et franchement merveilleux, voilà, de générosité. Et je dis souvent, la question, une des responsabilités quand on est directrice du refuge, c'est de faire en sorte que ces gens qui sont tellement engagés ne se surengagent pas. Parce que c'est une des choses qui a été difficile au refuge sur ces dernières années, c'est qu'on a des gens qui se sont mis dans le mur à cause de leur activité bénévole. Et ça, c'est pas tolérable. C'est quelque chose qui doit cesser. Et puis, aujourd'hui, le refuge, en plus, c'est 45 salariés, dont une grande partie de ce qu'on appelle des travailleurs sociaux, alors selon divers statuts, mais là, on a affaire à des professionnels du travail social qui peuvent recevoir et accompagner les jeunes dans un cadre professionnel, sous secret professionnel, et qui sont chargés d'organiser l'accueil de manière la plus professionnelle possible. On a embauché un nombre non négligeable de travailleurs sociaux depuis le mois de mai, et c'est pas fini, parce que c'est une fonction qui malheureusement n'était ni valorisée, ni vraiment encouragée au refuge, et pourtant elle est essentielle. Et je peux vous dire que moi, une de mes plus belles découvertes au refuge depuis mon arrivée, c'est ces travailleurs sociaux, qui sont, c'est au moins autant un sacerdoce qu'un métier. Et ce sont des gens qui font des choses extraordinaires avec les jeunes. J'ai vu un jeune arriver
avec ses vêtements dans une délégation, avec rien, pas un papier d'identité, rien. Au bout de 15 jours, ce jeune, il avait son compte en banque, sa CMU, sa carte bleue. Et des miracles comme ça, nos travailleurs sociaux, avec leur savoir-faire, ils le font très très régulièrement au refuge. Alors Sophie, si on a peut-être des auditrices, des auditeurs qui nous écoutent et qui souhaiteraient aussi participer à des miracles, dis-nous comment peuvent-ils aider la Fondation? Donc on a dit les dons, mais peut-être qu'ils peuvent être aussi bénévoles. Alors, si je parle de la partie financière, les dons, bien sûr, les legs également, puisque vous pouvez léguer au refuge. Et vous savez que dans le cadre, les fondations qui sont comme nous, des fondations opératives, je pense à des fondations comme l'Abbé Pierre ou ce genre de fondations, c'est souvent une des sources principales de leurs revenus, les legs également, ce qui n'est pas le cas au refuge aujourd'hui. Après, il y a l'engagement. Venez dans les délégations, venez rencontrer les délégués, venez apporter votre enthousiasme, votre savoir-faire. Vous allez faire du bien aux jeunes. Deux, vous allez faire du bien aux délégués qui portent une charge très très lourde. Vous allez faire du bien aux travailleurs sociaux également pour les mêmes raisons. Et puis vous allez apporter déjà votre sourire, votre enthousiasme, vos compétences. On a besoin de bénévoles qui parfois ne sont pas au contact direct des jeunes. On a besoin de bénévoles pour faire la compta de la délégation. On a besoin de bénévoles qui nouent des partenariats avec les autorités locales, avec les entreprises locales, pour récolter des partenariats qui permettent de complémenter les ressources fournies par la Fondation. Toutes les compétences et toutes les bonnes volontés sont les bienvenues et elles sont vraiment, vraiment accueillies et désirées. Parce que, voilà, quand on dit il faut doubler ou tripler notre capacité d'accueil, ça veut dire que tous les autres chiffres doivent être triplés. Ce que je veux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, l'équipe de direction, elle est aussi fortement mobilisée sur l'idée de faire en sorte que le bénévolat au refuge soit plus soutenable, c'est-à-dire qu'on n'ait plus de bénévoles qui quittent le refuge épuisés et que ce soit un bénévolat qui vous permette, qui soit pour vous l'occasion d'être formé, de vivre une expérience humaine absolument incroyable et qui va vous transformer également. Donc voilà, alors sachez aussi que le refuge est assez attentif aux bénévoles. Donc il y a un processus d'intégration dans chaque délégation qui fait qu'on prend bien, en général 3 mois, on prend le temps de s'assurer qu'on est bien d'accord sur ce que vous apportez, sur ce que la délégation attend de vous, de savoir si vous allez bien vous intégrer avec l'équipe. Donc voilà, mais venez, parce que d'abord on a besoin de bras, et puis c'est quelque chose de parfois très dur, mais c'est aussi vous savez, le refuge, c'est aussi un endroit où l'humanité essaie de devenir un petit peu plus humaine. Donc, c'est beau à voir et à faire. Alors, justement, si nos auditrices et auditeurs veulent rejoindre le refuge, ils vont direct sur le site ? Ils vont direct sur le site, ou alors ils prennent contact avec un délégué en direct, et on peut trouver les adresses des délégations sur le site. Très bien, merci Sophie. Alors, dernière question, on s'approche de la nouvelle année. Sophie, une étoile filante là est en train de passer au-dessus du studio. Quel vœu ferais-tu pour le refuge ? Écoute, Annabelle, ce que je voudrais, mon vœu le plus cher, ce serait que à la fin de l'année 2022, on ait toutes et tous tellement bien travaillé, à faire un meilleur refuge, que aux arbres de Noël de l'année prochaine, je puisse aller dans les délégations et voir des jeunes qui sont fiers d'être au refuge, qui sont fiers d'y être arrivés, parce qu'aujourd'hui, on a des jeunes qui sont un peu dans le fait de se dire, je suis au refuge, c'est un peu un échec, alors qu'en fait, ils ont toutes les raisons d'être fiers d'être arrivés chez nous, parce que ce sont des survivants, ce sont des gens qui ont su avoir de la chance et trouver les bonnes personnes pour arriver chez nous. Et c'est à nous de faire en sorte que
voilà, ils sachent que cet endroit, ils peuvent être fiers d'y être arrivés et que c'est le début pour eux d'une nouvelle vie. Et ça va demander, dans l'année qui vient, beaucoup de travail des bénévoles, des donateurs et de l'équipe de direction pour faire un meilleur refuge. Mais merci Sophie, c'est sur ces notes pleines d'espoir, pleines de positivisme que s'achève l'interview. Merci à toi, et c'est avec plaisir que l'on t'accueille pour de prochaines actus du refuge. Merci Sophie Delannoy, et on espère très bientôt l'année prochaine dans nos studios. Merci Brahim. Salut à toutes tes équipes. À bientôt, merci, au revoir. Merci Brahim. Homo Micro, le cercle des chroniqueurs. Et la première chronique de l'émission ce soir, le plus de l'actu avec Nicolas. Ce soir, une chronique tout en joie et en décontraction, puisqu'on va rêver avec toi à la vie qu'on n'aura jamais. Quoi de mieux à quelques jours des fêtes de fin d'année, alors que les comptes bancaires sont déjà allégés et les cadeaux pas encore faits, que de rêver un instant en scrutant la vie des très riches. Ce monde intangible où l'argent coule à flot sans jamais descendre à l'étage du dessous, ce monde inflationniste sillonné par des ventripotents vomitifs, ce monde impénétrable à la solidarité, comme le Kawe, l'état la pluie. Petit clin d'œil à la future chronique d'Antoine ce soir. Alors, bien sûr, j'entends ici les contremaîtres prendre d'emblée la défense de leur bourreau en m'expliquant qu'en France, on a la haine de ceux qui réussissent, que l'argent c'est merveilleux, que moi-même je suis surtout jaloux, que j'aurais pu, après tout, rien ne m'en empêcher, faire fortune. Enfin bref, le laïus habituel de celles et ceux qui pensent que flatter ceux d'au-dessus leur offrira un jour de les rejoindre. Finalement, une logique assez catho, avec le yacht comme paradis. Dans son chef-d'œuvre, Métropolis, Fritz Lang dépeint dans sa cité verticale l'étage le plus haut de la plus haute tour comme un jardin d'Éden où les puissants passent leur temps à flâner et à se monter dessus, un peu comme les Marseillais à Cancun, pour vous donner une petite idée de l'ambiance. Et puis d'ailleurs, qu'est-ce qu'un riche ou une riche ? Même si dans ce cas, il faut noter que le sexisme a aussi fait sa petite œuvre. Alors comme la classe moyenne, il est probablement difficile d'en trouver une définition œcuménique et surtout non relative, c'est-à-dire qu'ils mettent un seuil de façon absolue et non pas en rapport avec d'autres niveaux de revenus, par exemple. Pour ma part, je considérerais de façon très arbitraire que les gens riches sont ceux dont le patrimoine égale ou dépasse le million d'euros et qui ont des revenus annuels du même ordre de grandeur. En France, cela représente environ 716 000 personnes pour le patrimoine supérieur à 1 million d'euros et probablement autour de 30 à 40 000, peut-être même un peu plus, foyers fiscaux dont les revenus annuels affichent des montants à peu près identiques. Il faut noter que ces chiffres ont bondi d'ailleurs depuis l'année dernière. Les sacrifiés de la crise Covid apprécieront de savoir qu'en haut, ça se passe de mieux en mieux, quand en bas, ça se passe de moins en moins bien. Mais voilà, le modèle, quoi qu'il soit encore profondément ancré, présente quelques fissures. Et la crise sanitaire récente que nous venons de vivre et par ricochet le rebond inflationniste qui va s'abattre sur nous ces prochains mois n'y seront peut-être pas totalement étrangers. Jusqu'à présent, il était de mise de ne pas trop attaquer les riches, surtout parce qu'ils créent du travail. C'est à vérifier. Il faut des riches. Nous avons besoin des riches. Nous vivons grâce aux riches. Merci les riches. Discours votif omettant de préciser que si les riches deviennent riches, c'est surtout parce que la société paye pour créer et maintenir des infrastructures de transport et de télécommunications et que nous avons construit collectivement un État stable. Je mets au défi ces gens d'amasser de telles fortunes depuis le fin fond d'un pays pauvre et en guerre, et encore quand ils n'en héritent pas. La doxa en la matière n'a jamais été très claire, mais postulait tout de même la valorisation du yacht et du jet privé. Le summum de cet emballement en France fut incarné par Bernard Tapie, qui déclarait à l'occasion d'une interview en toute décontraction que son objectif était de gagner beaucoup d'argent. Je ne vais pas tirer davantage sur le corbillard, il était un homme dans son époque, fer de lance d'un capitalisme triomphant dont tout le monde était convaincu qu'il aurait sa part. À partir de la fin des années 90, l'incarnation de l'argent roi, ce sont les startups du web, avec des micro-boîtes montées à partir de rien et revendues des millions, pour certaines sans avoir jamais rien produit, garantissant la tranquillité financière de leurs créateurs et l'impression d'être une bite flipper pour leurs rares employés. Bref, le monde était simple, il y avait ceux qui réussissaient parce qu'ils le voulaient et ceux qui échouaient parce qu'ils n'avaient pas fait d'efforts. La honte était bien sûr pour les seconds. Le joli tableau a commencé à se fissurer en 2008 avec la crise des subprimes qui a précipité de nombreux États dans les sables mouvants du surendettement extrême, la Grèce, l'Italie, l'Espagne, le Portugal. Pour ne parler que de ces pays ont touché la misère de près. Je ne parle pas des milliers d'Américains qui du jour au lendemain se sont retrouvés SDF, ni des innombrables situations de précarité qui découlent de cette crise de riches, de cette crise de banquiers. La morale de l'histoire aurait pu être entendue, mais la résilience du système a imposé un autre chemin. Les États qui ont tenu le coup n'ont eu d'autre choix que de garantir les banques, qui elles-mêmes garantissaient en partie leurs dettes. On nous racontait à cette époque que c'était ça ou l'effondrement total. Ainsi pris au piège, il a fallu sauver les riches avec nos impôts, puisque eux en payent relativement peu.
Entre-temps, le panier moyen a continué de voir son prix augmenter. Il semble paradoxalement d'ailleurs que notre niveau de vie aussi est augmenté. Et à force de contorsion, peut-être arrivera-t-on à expliquer comment nous pouvons avoir dans ces conditions presque 10 millions de pauvres en France, soit presque 1/7 de la population. Le système capitaliste a ce paradoxe qu'il est le système qui effectivement enrichit le plus l'humanité, mais avec des écarts croissants entre les rémunérations pratiquées et la réalité du vécu. Le mythe de celui qui a pris tous les risques et qui a donc droit à la part du lion risque d'être difficile à faire vivre, quand en réalité la part du lion s'enrichit aussi de celle du reste de la savane. Durant les premiers mois de la crise Covid, Jeff Bezos a vu sa fortune augmenter de 180 milliards de dollars. Il a été calculé que cela représentait 100 000 dollars par employé Amazon. Le mec doit avoir à lui tout seul le bilan carbone d'un petit pays, mais c'est lui qu'on invite à la COP26 pour nous rappeler de pisser sous la douche. Notre Bolloré national, qui par ailleurs répand tranquillement le fascisme dans les médias qu'il rachète à l'appel, a vu lui aussi son portefeuille s'étendre ces derniers mois. J'en parlais plus haut, le nombre de millionnaires a bondi dans l'Hexagone. À croire que le paysage n'est pas si hostile aux grandes fortunes, contrairement au mythe éculé servi en broué jusqu'à l'éventration par le MEDEF et ses amis. Le gel du point d'indice des fonctionnaires, lui, restera la norme. Avec 20% de baisse effective de salaire en 20 ans, c'est désormais la seule banquise qui résiste au réchauffement climatique. Aujourd'hui, les riches vont dans l'espace. Et contre toute attente, c'est peut-être ce qui va contribuer à les déposer de leur paradis altier. Quand en 2001, Denis Tito, le premier touriste spatial de l'histoire, a voyagé dans l'ISS, le coût de l'opération a été communiqué 20 millions de dollars pour une semaine en orbite et circuler, il n'y a rien à voir, je dépense mon argent comme je veux. Depuis le mois de juillet, 2021, 3 compagnies privées ont envoyé des touristes dans l'espace, SpaceX, Blue Origin et Virgin Galactic, ainsi que l'agence spatiale russe. Au mieux, on connaît le prix immédiatement compensé par des invitations à voler ou des dons à de multiples associations histoire de faire passer la pilule. Au pire, le prix n'est même pas communiqué. Vous savez ce que cela signifie ? C'est qu'ils commencent à avoir honte. Et c'est plutôt bon signe. Joyeux Noël. Merci Nicolas. Alors, c'est pas bon pour l'écologie d'ailleurs, ça, de permettre aux riches de partir comme ça dans l'espace. Alors, un point technique. C'est vrai pour les fusées de SpaceX, des Russes, et de Virgin Galactic. La fusée de Jeff Bezos, elle fonctionne avec de l'oxygène et de l'hydrogène. Donc ça veut dire qu'elle produit de l'eau. Donc sur la phase de vol, la fusée de Jeff Bezos est sans doute la moins polluante et la plus respectueuse de l'environnement. Donc je l'attaque sur le pognon, mais il faut lui rendre justice sur la partie technique où là, du coup, il n'est pas attaquable. C'est pour ça que je me lâche sur le reste. Merci Nicolas Rividi, l'homme qui pourrait sauver la gauche. Je te verrais bien un jour te lancer en politique. Hein. Tu aurais des choses à dire et à faire. Quelqu'un va me lancer de la politique surtout. Tour de table, alors d'abord, qui est riche et pas riche ? Bien, on va. Écoute, tu voulais peut-être dire un mot. Combien tu touches par mois, David ? Je me disais que tu te demandais chez qui tu voulais passer Noël, c'est ça ? Tu veux savoir quel est le meilleur parti pour avoir les meilleurs cadeaux cette année ? Non, moi j'étais juste à un moment donné perdu parce que je t'ai entendu dire la bite de Flipper. Et donc je me demandais pourquoi tu parlais d'un zizi de dauphin. Mais après j'ai fini par rattacher les morceaux. Oui. Je me suis dit la bite de Flipper. Pour une fois que je parle pas de cul en plus, profitez. C'est pour ça que j'étais chercher du cul là où il n'y en avait pas. Je me suis dit tiens, pour une fois. Pour une fois, il se tient. Mais bon, de toute façon, on va tous mourir, donc à quoi bon ? Oui, voilà, c'est un peu le joyeux Noël. Merci Nicolas. Eh bien, écoute, on va saluer notre amie Annabelle qui va nous quitter. Donc, vous ne l'entendrez pas à la fin de l'émission pour cette dernière émission de la saison. Merci d'avoir permis à notre invité de s'exprimer autour du refuge. Hein. On aimerait un jour la recevoir en direct. Tu pars en vacances ? Non, je ne pars pas en vacances, mais c'est Noël quand même. Et en tout cas, j'ai hâte de vous retrouver en 2022, en janvier, pour de nouvelles chroniques. Merci pour tout ce que tu fais au bon micro. Oui, Nicolas. et juste l'interview était vachement intéressante et je suis heureux d'entendre de la part du refuge un discours qui fait montre de responsabilité, de sérieux, d'engagement, pas d'esbrouf. Et je dois dire que c'était... Et de bienveillance. Ouais. Et je dois dire que c'était un régal d'entendre Sophie, c'est ça ? Sophie, voilà, et voilà, ça fait du bien d'avoir aussi des assos LGBT qui soient gérés comme ça, je trouve. Merci. Vous écoutez Homo Micro, une émission de et avec Brahim Naik Balk. Nous allons passer au premier morceau musical, Nathan. Exactement. Et pour ce premier morceau musical, je me suis dit, on va rester un peu dans le thème de l'actualité. Bon, c'est pas exactement l'actualité dont Nico parlait, mais c'est quand même une actualité. Vous savez, récemment, on a appris que les cas de Covid étaient en train de remonter et que ce sont malheureusement les boîtes
Ce sont les boîtes de nuit qui ont fermé à cause de ça. Et donc, je me suis dit, pour rendre hommage aux personnes et notamment aux gérants de boîtes de nuit, il fallait que je passe une chanson qui soit en rapport avec ça. Et j'ai choisi une chanson qui est sortie récemment d'ailleurs, qui fait partie de l'album de Juliette Armanet et qui s'appelle Le Dernier Jour de Disco. C'est la fin, le tout dernier matin, le tout dernier jasmin. Ne me lâche pas la main, c'est la fin. Le soleil au lointain s'écroule seul dans son coin. Ne me lâche pas, je te tiens. Le dernier jour du disco, je vais le passer sur ta peau, à rougir comme un coquelicot. Le dernier jour du disco, je vais l'entendre en stéréo et te dire qu'il n'y a rien de plus beau. C'est la fin, les statues des reins coulent dans leur chagrin. Ne me lâche pas la main, c'est la fin, les rivières du destin s'affolent comme du satin. Ne te lâche pas, je te tiens. Le dernier jour du disco, je veux le passer sur ta peau, à rougir comme un coquelicot. Le dernier jour du disco, je vais l'entendre en stéréo et te dire qu'il n'y a rien de plus beau. C'est la fin, les couleurs soudain se confondent au fusain. Ne me lâche pas, c'est rien, c'est la fin. Je vois sur le dessin quelque chose de divin. Ton Éden, mon jardin. Le dernier jour du disco, je vais le passer sur ta peau, à rougir comme un coquelicot. Le dernier jour du disco, je vais l'entendre en stéréo et te dire qu'il n'y a rien de plus beau. Dernier jour du disco, 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 dernier jour du disco. Je veux le passer sur ta peau, à rougir comme un coquelicot. Le dernier jour du disco, je vais l'entendre en stéréo et te dire qu'il n'y a rien de plus beau. C'est la fin. Homo Micro, le cercle des chroniqueurs. Représentation LGBT à la télévision avec David Alphen. Aujourd'hui, tu vas nous parler d'un sujet de saison, puisque on va allonger donc avec toi dans la magie de Noël et ses nombreux téléfilms. Alors allongé, je sais pas Brahim, mais en tout cas plongé dans la magie de Noël, oui ça c'est sûr. Parce que oui Brahim, c'est kitsch, c'est coloré et ça se termine bien. Non, chères auditrices et auditeurs, je ne parle pas d'un rapport sexuel avec Casimir, mais des téléfilms de Noël. Dès 1898, oui 1800, pas 1900, dès 1898, George Albert Smith mettait en scène un court-métrage de Noël alors que le cinéma existait à peine, sobrement intitulé Santa Claus, Père Noël. Ça dure 1 minute 20, à base d'effets de surimpression, d'enfants bien sages et de Papa Noël tout gentil. La graine du kitsch bienveillant à outrance était plantée. Depuis 1898, l'arbre cinématographique a bien grandi. Quand on pense Noël, on pense d'abord aux enfants. Les productions l'ont bien compris. Au cinéma, on sort des films pour toute la famille, enfin, toute la famille, pas forcément toutes les familles en tout cas, celles hétéronormatives en tout cas, à base de sapins, de Père Noël, de clochettes, de neige et toute l'iconographie de Noël largement démocratisée
par les publicitaires avides de vendre des jouets et des produits spécial Noël comme une célèbre marque de cola qui l'a bien comprise. Et quand on est publicitaire, on veut plaire à tous sans froisser personne. Noël, c'est donc un papa, une maman et les deux bambins. Mais quoi de mieux pour vendre des jouets et la magie de Noël qui va avec la dinde et les marrons que de rallonger ces spots publicitaires en faisant des spots publicitaires d'1h30 qui imiteraient le cinéma, à savoir des téléfilms. Car oui, il ne faut pas se leurrer, comme l'avait dit un PDG de TF1, le téléfilm n'est pas là pour vous faire réfléchir sur la vie et le monde, mais pour vous divertir, au point de vous endormir, de vous hypnotiser, pour que vous soyez captif au moment de la page de publicité. Le fameux temps de cerveau disponible. Autant dire que dans cet objectif marketing qui existe depuis les premières réclames à la télévision, les LGBT n'avaient absolument pas leur place, ni pour les adultes conservateurs et encore moins pour les enfants que l'on pourrait influencer avec nos mœurs perverses de LGBT. Guillemets, 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 évidemment. Le téléfilm de Noël en quelques mots. En général, c'est un homme ou une femme qui rencontre son opposé, aussi bien de genre que de caractère. Petit exemple, allez, un amoureux de la vie, le trop ambitieux à en bouffer les autres, rencontre sa belle Dulcinée lors d'une intervention d'affaires à la campagne. Elle prend le temps de profiter de la vie, elle sait s'emmerder avec panache. C'est aussi une amoureuse inconditionnelle de Noël, alors que lui, c'est un gros grincheux qui n'aime pas les fêtes de fin d'année, probablement depuis la mort de son chien un soir de Noël. Et il est venu transformer l'usine de bonbons locale en usine de charbon, malheur. Le scénario est interchangeable à volonté, choisissez le contexte et le sexe de vos héros, tant que ce sont évidemment des héros de genre opposé. Bref, c'est très grand public, c'est très pré-mâché, voire même prédigéré, et souvent, soyons honnêtes, ça fonctionne redoutablement bien. Ce n'est pas pour rien que les productions des films de Noël explosent un peu plus chaque année, les Américains sont les rois de ce genre de production, suivis de près par les Anglais et les Allemands. Et l'année dernière, événement, alors qu'on était tous enfermés chez nous à cause de la méchante Covid, badaboum, les chaînes décident de diffuser des téléfilms de Noël LGBT-friendly. D'amener la fameuse idéologie LGBT directement au sein des foyers, dans l'intimité des gens. Ouh là là. Charles-Édouard de Versailles peut zapper par hasard sur une histoire d'amour entre deux hommes ou deux femmes sous la neige alors qu'il se préparait à regarder un discours de Éric Zemmour. Revenons à nos moutons. Il y avait déjà eu des tentatives bienveillantes d'amener des personnages LGBT dans les films de Noël ces dernières années, souvent un couple de personnages très secondaires, très monogames, très mariés, très hétéronormés dans leur façon d'être en couple, mais soyons réalistes, même les couples hétéros sont beaucoup trop hétéronormés dans les films de Noël. Il faut bien faire honneur au petit Jésus. Mais l'an dernier, ce sont 3 films grand public avec au centre des héros LGBT qui ont été diffusés à la télévision américaine. D'abord, The Christmas Setup sur Lifetime, la chaîne spécialiste du téléfilm aux États-Unis. Je ne vous résume pas le film, je l'ai déjà fait plus tôt, c'est toujours la même histoire. Pour valider et soutenir le couple de héros gays, 2 jeunes hommes, il faut rassurer la ménagère quand même, et c'est Fran Drescher, l'inoubliable Fran de la série Une nounou d'enfer sur M6, qui interprète la maman de l'un de ces 2 héros gays. J'ai vu The Christmas Setup l'an dernier à sa sortie, ça se regarde gentiment, mais ma grande question c'était, et en France, est-ce que ce genre de téléfilm peut être diffusé chez nous? Peut-être sur W9 et encore. Et en fait, écoutez, j'ai été mauvaise langue, c'est TF1, il y a quelques semaines, cette année, qui a diffusé le téléfilm avec Fran Drescher en plein milieu de l'après-midi. The Christmas Setup, qu'on pourrait traduire par le rencard arrangé de Noël, est devenu sur TF1 un Noël d'enfer, ne pas trop perturber les fans de la nounou. Même sort pour le téléfilm Dashing in December sur Paramount, tout pareil, sauf que la validation de ce programme LGBT auprès du grand public vient cette fois-ci par le casting d'une autre comédienne adorée des femmes et des homos, Andie McDowell, l'héroïne de Un jour sans fin et 4 mariages et un enterrement. Par contre, je ne crois pas que ce film ait eu pour l'instant le droit à une diffusion française pour le moment. Du côté de ces dames, c'est Kristen Stewart, l'héroïne de Twilight, qui tombe amoureuse d'une autre femme dans Happiest Season. Happiest Season bénéficie d'ailleurs d'une production plus riche que les films dont je viens de parler, car la Covid a transformé un film de cinéma en un téléfilm diffusé sur Hulu. Le film devait sortir en salle, mais les salles de cinéma étaient fermées. Sony a donc décidé de le diffuser directement à la télévision. Et franchement, c'était le plus réussi des 3, de ceux dont je viens de parler à l'instant. C'est tout simplement l'histoire d'un couple de femmes qui révèlent leur relation aux parents conservateurs de l'une d'elles le jour de Noël. Et ça se passe comme un repas de Noël, en famille, donc pas très bien. Mais même si on peut se surprendre et se féliciter de la présence de téléfilms de Noël LGBT à la télévision l'année passée, le cinéma, considéré encore comme un divertissement pour hommes hétéros,
n'a pas eu le droit à des représentations de couples LGBT dans ses drames et ses comédies grand public. C'est bien dommage. Je regrette donc vraiment que Happiest Season ne soit pas sorti dans les salles obscures comme prévu. Mais aussi kitsch et bienveillant à outrance que puissent être ces programmes, c'est en réalité l'extrême absolu de la banalisation des LGBT à la télévision. C'est totalement nécessaire. On ne peut pas mieux démocratiser et déconstruire l'image ultra sexualisée des LGBT qu'en nous incluant dans des téléfilms de Noël rose bonbon et tout doux, tout sucré, où le sexe, peu importe son orientation sexuelle, se limite de toute façon à un bisou et quelques vagues scènes torse nu sous la couette. Et ton conseil télé de la semaine Eh David bien, je vous conseille tout d'abord Single All the Way sur Netflix, l'histoire d'un couple gay, une romance gay à Noël qui est sortie il y a quelques jours, et ce que je viens d'en parler, Happiest Season, que vous pouvez retrouver en VOD, en vidéo à la demande et en DVD en France, sous le titre toujours très inspiré par les traducteurs français, Ma belle famille, Noël et moi. Merci David. Ça te prend combien de temps de regarder les séries en général dans une semaine? Bah écoute, j'en regarde de moins en moins, j'ai pas vraiment le temps, mais en Ouais. général, je regarde en moyenne, on va dire, 5-6 heures de série. Je suis peut-être à une dizaine d'heures de fiction, en comptant le cinéma, par semaine. Aujourd'hui, jeunes et moins jeunes regardent les séries. Oui, maintenant, avec Maintenant, Netflix, ouais. Amazon, Disney+, et j'en passe, maintenant, tout le monde quasiment s'est mis aux séries. Elles sont devenues très accessibles, et encore plus avec le confinement. Ça a été le refuge de beaucoup de gens, donc beaucoup de gens se sont aussi habitués à regarder de la série télé. Merci à toi. Donc tu nous reviens aussi, oui, tu regardes des séries assez régulièrement. Tu nous as dit de temps en autre, mais certainement que pendant Noël, tu vas passer Noël au Oui, chaud. Sans doute. Ah. Oui, pas forcément regarder les téléfilms de Noël. Non, c'était juste pour lancer un message d'alerte. La saison des téléfilms de Noël a commencé à la moitié du mois d'octobre cette année. Je pense qu'il ne faut pas abuser, en fait. Voilà, juste pour notre santé même. Comme je disais, hein, Il y en a tellement, en fait, qui sont obligés de commencer à les diffuser début octobre pour avoir tout passé d'ici Noël. Ouais, non, quoi. les téléfilms de Noël, ça a vraiment été conçu pour vendre des produits de Noël, ce qui fait qu'effectivement, plus ils ont peur qu'on soit confiné en décembre et plus ils ont envie qu'on achète pour Noël pour être sûr d'avoir fait les achats, plus ils commencent tôt. Donc là, ils avaient tellement peur qu'on soit confiné en novembre qu'ils se sont dit on va leur balancer ça dès le mois d'octobre. Merci David. Au mon micro, le cercle des chroniqueurs. C'est le moment de notre page Histoire avec Antoine Duvignal. Quel est le mot qui a retenu votre attention cette semaine, Antoine? Après les derniers dérèglements climatiques de la semaine dernière, c'est le mot météorologie. Météorologie. Qui aujourd'hui pourrait se passer du bulletin météo, des sites ou des applications de nos smartphones? Les prévisions météorologiques sont si installées dans notre quotidien depuis les années 50 qu'on a l'impression que la météo est née à cette époque. Eh bien non, la météo a une histoire très ancienne. Les hommes ont toujours été très soucieux de prévoir le temps, car leur vie et leur récolte en dépendaient. Déjà, les Babyloniens avaient perçu le lien entre phénomènes atmosphériques et mouvements des nuages, mais ce sont surtout les Grecs qui s'y intéressent le plus. C'est d'ailleurs Aristote qui, en 350 avant Jésus-Christ, crée le terme lui-même. Hippocrate aussi apporte sa contribution à l'intérêt pour la météorologie en pointant le lien entre la météo d'une cité et la santé de ses habitants. Et puis, plus rien. Après la chute de l'Empire romain, s'installe une période d'immobilisme scientifique. Les savoirs gréco-romains sur le climat se perdent, place aux dictons, aux superstitions, à l'empirisme, place à Dieu. Car la religion chrétienne et l'Église, si puissante au Moyen-Âge, érigent Jésus en maître des temps et des climats. Il n'y a plus de place pour la science. Cette régression se poursuit jusqu'à la Renaissance. Là se situent les premiers pas de la météo. Nous voyons apparaître de grandes figures. C'est Léonard de Vinci, qui veut savoir d'où vient le vent, qui invente la girouette. Un objet, certes, qui peut prêter un sourire, mais qui constitue tout de même le premier véritable instrument météorologique. C'est Galilée qui, à la fin du XVIe siècle, invente le thermomètre, et Torricelli, son élève, qui un peu plus tard met au point le baromètre. Voilà. Les instruments fondamentaux sont en place, mais il ne s'agit encore que de mesurer. Avec les Lumières arrivent encore d'autres innovations. C'est par exemple Benjamin Franklin qui observe que les systèmes météorologiques vont d'ouest en est et qui publie même une carte du Gulf Stream. C'est lui aussi qui arrive à prouver que la foudre est un phénomène électrique. Mais la bonne idée, la grande idée, c'est la conception des réseaux météorologiques. Quoi de mieux qu'un vaste réseau de stations reliées entre elles qui se communiquent des informations. Le 14 novembre 1854,
une violente tempête provoque le naufrage de 41 navires français en mer Noire pendant la guerre de Crimée. La tempête avait traversé toute l'Europe de l'Ouest sans que personne ne soit en mesure de signaler ou de prévenir le danger. Face à ce désastre, Napoléon III demande au directeur de l'Observatoire de Paris, Urbain Le Verrier, de mettre en place un vaste réseau de stations météorologiques couvrant l'ensemble de l'Europe et mettant à profit la récente innovation du télégraphe électrique. Les réseaux d'observation qui apparaissent alors sont français, anglais, américains. Seulement voilà, ils sont indépendants. Et une information météo cruciale risque de ne pas être transmise pour le bien de tous. Il faut trouver un accord mettant en place la possibilité d'échanger des informations relatives au temps. Eh bien, c'est chose faite en 1873 avec la création de l'Organisation météorologique internationale. La météorologie bascule alors définitivement de mesure dans la prévision. Elle devient ce qu'elle est aujourd'hui, une science aidée de la technologie la plus moderne, avec radars, satellites, informatique. Prévoir le temps devient systématique. Pour autant, doit-on se considérer protégé des caprices des éléments ? Pas totalement, car la météo se trompe encore. Souvenons-nous pourtant des efforts de tous ceux qui l'ont fait naître. Merci Antoine. Vous écoutez Homo Micro, une émission de et avec Brahim Naik Balk. Musique, Nathan. Oui, et pour cette musique, je me suis dit il fallait que je prenne un titre qui soit en rapport avec la chronique d'Antoine. Alors, j'ai appris récemment qu'il y avait il y avait une chanson de Henri Salvador qui était Monsieur Météo. Malheureusement, je n'ai pas eu le temps de la prendre parce que je pensais que ça soit bien et que ça Ils soit ont le sans même problème. look pourtant. T'aurais pu la choisir. C'est vrai, j'aurais pu la choisir, mais j'y ai pas pensé sur le coup. Oui. Oh là là. Je vous jure. Voilà. Non, il faut bien C'est rire. incroyable, hein, je vous promets. Hein. À la radio, c'est toujours comme ça. Mais bon, j'ai décidé de choisir une chanson qui parle peut-être un peu plus aux gens et aux jeunes notamment, avec notamment cet artiste qui est très connu parce qu'il a sorti son dernier album récemment, c'était la semaine dernière, un rappeur forcément français qui vient de Caen. Je parle forcément d'Orelsan, qui est probablement actuellement un artiste qui reste peut-être encore montant, mais qui est toujours confirmé, qui fera notamment un très très bon parcours au niveau de son Zénith, parce qu'il a déjà promu sa tournée au Zénith, c'était je crois c'est en juin 2022. Tous les tickets d'ailleurs ont été vendus en 1 heure, donc c'était assez incroyable. Mais en ce moment, on va s'écouter ce magnifique featuring qu'il a fait avec Stromae sur son premier album, qui s'appelle La Pluie. Je viens de la France où on danse la chenille, où on prend plus de caisses que des crash tests demi. J'ai des potes diplômés, d'autres qui n'ont pas lu de livres, qui sont sûrement sur un mur et dans les rues du centre-ville. Mon père a gravi l'échelle pour devenir ce qu'il voulait être. Ma mère est la ménagère à qui les publicitaires veulent la mettre. Je connais la campagne et ses gros sabots, où ça vole pas haut, les ragots et les oiseaux. Toujours autant de pluie chez moi. Toujours autant de pluie chez moi. Mais il fait quand même beau, il fait beau, il fait beau, il fait beau. Chez moi il fait beau, il fait beau, il fait beau, il fait beau. Chez moi il fait beau. Je viens de la terre du milieu, où y a plein de petits vieux, où le chômage et la tisane forment un cercle vicieux, où on critique les invités qui viennent de partir. C'est pas qu'on est lent, c'est qu'on prend notre temps pour réfléchir. Je viens de la classe moyenne, moyennement classe, où tout le monde cherche une place. Julien Clerc dans le monospace, je freestyle est dans ma tête sur le bruit des essuie-glaces. Y a la pluie en featuring dans toutes mes phrases. Toujours autant de pluie chez moi. Mais il fait quand même beau, il fait beau, il fait beau, il fait beau. Chez moi il fait beau, il fait beau, il fait beau, il fait beau. Chez moi y a
du soleil 40 jours par an. Tu peux passer la plupart de l'année à l'attendre. Je regardais par la fenêtre enfermé dans ma chambre. Je priais pour la fin de la verse et aller faire de la rampe. Je connais que le bruit de la pluie, l'odeur du béton mouillé. Si je suis parti, c'est parce que j'avais peur de rouiller. Trempé, j'aurais jamais pensé que le mauvais temps finirait par me manquer. Il fait quand même beau, il fait beau, il fait beau, il fait beau. Chez moi il fait beau, il fait beau, il fait beau, il fait beau. Mais il fait quand même beau, il fait beau, il fait beau, il fait beau. Chez moi il fait beau, il fait beau, il fait beau, il fait beau. Toujours autant de pluie chez moi. 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 De retour à Homo Micro, je suis toujours avec Antoine Duvignal, David Alphen, Nicolas Rividi à la réalisation, Mathieu et Nathan. Et là, ce soir, il fait son retour parmi nous dans C'est à lire. J'allais dire le centenaire, non, quand même pas, il ne faut pas plaisanter. Bonsoir Éric Garnier, comment ça va? C'est le Il y avait longtemps. de l'émission, peut-être. Comment? C'est pas le centenaire de la radio? C'est le centenaire de la radio. Comment ça va, Éric? Écoute, très bien. Je rentre de 3 mois de vie, de folle vie aux Comores et à Mayotte. Donc, voilà. Donc, tout va bien. Et donc, comme c'est la fin de l'année, on fait un peu les bilans. Et je voudrais revenir sur un livre dont on avait interviewé dans nos murs l'auteur, je crois au mois d'avril. Et c'est un livre quand même qui est un ovni, un événement à la fois pour la littérature française et pour les gays, plus que pour les lesbiennes. C'est donc le journal sexuel d'un garçon d'aujourd'hui d'Arthur Dreyfus chez POL. Voilà. Donc j'en redis quelques mots. Tu peux en redire quelques mots, bien sûr, oui. Alors, déjà pour nous dire qu'il a déjà vendu 5000 exemplaires. Alors, apparemment, j'ai lu dans Tétu qu'il en aurait vendu 5000. Alors, c'est un peu un exploit. D'abord, il faut savoir que même dans des grandes maisons d'édition, hélas, les Français ne lisent pas forcément énormément. En tout cas, pas forcément de littérature de qualité. Et 5000 exemplaires, c'est pas mal du tout, surtout que c'est une des raisons pour lesquelles je voudrais en reparler. C'est un livre qui fait quand même 2300 pages. Vous avez bien entendu, 2300 et pas 230. Il est très épais, très lourd, donc on ne peut pas le transporter comme ça. Vous ne pouvez pas l'emporter dans une valise. Voilà, vous avez un supplément de bagages à l'aéroport. Et puis, il est écrit en pages très très fines, comme les pages de la Pléiade. Il est très lourd, il est très épais, et il est aussi, surtout, tout à fait troublant, intéressant, déroutant, dérangeant, excitant. C'est ce journal donc d'Arthur Dreyfus. Alors, il n'y a jamais eu de livre comme ça dans la littérature française. Un jeune homme de 34 ans qui sort comme ça, dont on sort un journal. Un roman, c'est pareil, jamais ça n'a atteint 2300 pages. Alors, ce n'est pas pour faire un coup littéraire, parce que pour la maison d'édition, c'est quand même risqué, car qui va acheter un livre de 2300 pages qui est quasiment uniquement centré, donc, comme le titre l'indique, sur le journal sexuel d'un garçon d'aujourd'hui, d'un jeune homme d'aujourd'hui, qui nous raconte donc pendant 2300 pages, oui, 2300, eh bien ces fantasmes, ces expériences sexuelles très addictives, sa période aussi où il tâte, si je puis dire, de la prostitution. Et également, il essaye de découvrir ce que peut être les relations avec des hommes hétéros, tout en étant travesti. Donc
il y a toute une série des pages où il raconte comment il se prépare et comment voilà, ce qu'il ressent, qui n'est pas la même chose que quand il fait l'amour avec des plans hétéros, des plans homo, pardon. Alors, on peut reprocher plein de choses à... J'ai entendu pas mal de choses, dire oui, les égos d'Arthur Dreyfus sur 2300 pages, on doit s'emmerder. Pas du tout. C'est un écrivain, c'est surtout ça qu'il faut dire. Hein, c'est quelqu'un qui, d'ailleurs, est un passionné de littérature, hein, car on ne peut pas comme ça sortir un tel livre, 2300 pages écrites serrées, sans avoir voilà, une foi en la littérature et un amour de l'homosexualité aussi. Voilà. Alors, il n'y a pas de femme dans ce livre, donc il se coupe un peu de toute une série de lectrices possibles, quoique ce serait intéressant que nos camarades de ES lisent peut-être quelques pages et nous disent si ça leur tombe des mains ou pas. En tout cas, c'est une enquête, une auto-enquête passionnante, dérangeante, car il n'hésite pas à dire de façon parfois poétique et souvent très crue tous ses fantasmes, mais pas seulement la réalisation de ces fantasmes, à la queue leu-leu, si je puis dire, certains jours. Et il ne se ménage pas, ni physiquement, ni surtout dans la mise à nu de lui-même. C'est souvent très bandant, très excitant. Ça fait rêver aussi pour nous qui sommes des gens plutôt petits consommateurs, on va dire. Voilà, je sais qu'un de nos chroniqueurs l'a lu, notre chroniqueur dont j'ai oublié le prénom, mais qui vient d'avoir un prix du roman gay. Je crois que c'est son mari qui l'a lu. Lui, il n'a pas encore terminé. Tu parles de Étienne. Voilà, Étienne. Ouais. Et donc, c'est un événement, c'est-à-dire c'est un livre que vous ne pouvez pas lire rapidement, bien sûr. C'est un livre qui doit vous accompagner. Ça peut durer des mois et des années. Voilà, on est avec lui, ouais. On est dans sa tête, dans son slip. Eric, on est dans son slip, comme tu dis. Alors, avant de laisser la parole un peu à Antoine, qui veut dire 2 mots, qu'est-ce que tu as retenu? Il y a une anecdote un peu sexuelle que tu as retenue de... Oh, il y en a tellement. Non. Une que tu as retenue, qui t'a marqué. Ah bah, alors, il y a une scène où, là, vraiment, j'espère que personne de sa famille n'a lu cette longue scène. C'est quoi cette scène? Il est à Lyon, sa ville natale, il retrouve un pote de Facebook, ouais. Et puis il se trouve qu'ils font une partouze, et là, il est vraiment un peu le chien ou la chienne de ces mecs. Ah, il joue la chienne et la chienne. Et c'est décrit le chien et la chienne de ces mecs, extrêmement réaliste et cru, et il enregistre... car c'est toujours quelqu'un qui, quand on enregistre fait l'amour pour pouvoir écrire, ou si écrire pour lui, c'est aussi continuer à faire l'amour, mais à un moment, avec son téléphone, il enregistre les dialogues, les conversations qu'il y a pendant la dernière demi-heure de leur partouze, où il est un objet sexuel vraiment dans des postures, des circonstances. Il faut avoir du courage pour décrire ça. Eric, Et là, il retranscrit ensuite les conversations. Voilà, c'est hallucinant. Eric, tu voulais dire 2 mots? Oui, vraiment 2 mots, parce que moi j'ai juste eu l'occasion de lire quelques pages du livre debout dans une librairie, ce qui n'est pas la meilleure position d'ailleurs pour lire Arthur, voilà. Et donc, non, c'est très, 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 très bien écrit, voilà. Et ça me fait furieusement penser à Trix, Trix, c'est le livre du sinistrement connu Renaud Camus pour Le Grand Remplacement, qui avait, à la fin des années 70, écrit un livre donc, qui s'appelait Trix, où il racontait tous ses coups. Et c'était exactement, littéralement, c'est peut-être un petit peu moins bien. Lu, mais est-ce que c'est le même style? Ah, c'est peut-être le style est sans doute différent. Ouais, mais voilà, c'était le seul livre de la fin des années 70 qui tournait la page du mal-vivre homosexuel. Merci Eric. Merci Antoine, merci Nicolas, merci David, merci au réalisateur Nathan et bonne fête Mathieu. À tous. À très très vite, bonne fête à toutes et à tous. Ciao ciao. Hey, oh non, cette émission est maintenant terminée, mais
Un conseil, retrouvez l'ensemble des podcasts d'Homo Micro, l'émission qui se prend au mot, sur toutes les bonnes plateformes de streaming.